Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat de la présidentielle sur cette info. Ce soir, nous mettons le cap sur un thème vital pour le bien-être des différentes populations et le développement économique. Nous allons parler d'eau et d'énergie, deux ressources essentielles mais dont l'accès reste encore un défi majeur pour de nombreux Ivoiriens. Deux grands axes vont guider nos échanges. Accès à l'eau potable, un défi pour tous, et énergie pour tous, promesse ou réalité. Autour de la table ce soir, nous avons Kwadou Constant qui représente le candidat du RHDP, monsieur Alassane Ouattara. Merci d'être avec nous, monsieur Kwadou Constant. Juste en face de vous, il y a monsieur Traoré Mohamed qui représente la candidate Simone et Yves Gbagbo. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tous. Juste à côté de vous, il y a monsieur Martial Bémois. Merci d'être là au nom du candidat Jean-Louis Billon. Merci, bonsoir également à tous. Et juste à ma gauche, M. François Kwadjo qui représente le candidat Awa Dambelo. Bonsoir. Comme je le disais tantôt, le premier sous-thème, on va parler donc d'accès à l'eau potable, en quoi cela revient à être un défi pour tous. Et je vais m'adresser à M. Kwadou du gouvernement sortant, enfin le gouvernement actuel, qui affirme avoir investi plus de 600 milliards de francs CFA depuis 2011, le secteur de l'hydraulique. Il y a un taux de couverture nationale qui tourne autour de 77% selon les chiffres officiels de 2024 que nous avons. Est-ce que vous pensez que cette performance-là peut traduire réellement l'accès équitable à l'eau en Côte d'Ivoire? Ok, merci. Pour parler de l'eau, il faut déjà parler de là où nous venons. Et des défis auxquels nous sommes confrontés, nous étions confrontés au lendemain de la crise post-électorale. Comme vous l'avez dit, on avait à cette période-là un taux d'accès autour de 50%, donc au niveau des populations pour l'eau potable. Et l'idée, c'est une question même, j'allais dire, vous avez dit, c'est un sujet social très important, c'est une question de progrès. Il faut que chacun des Ivoiriens, et ça c'est la vision du président Alassane Ouattara, ait accès à l'eau à un moindre coût et partout sur le territoire national. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Vous avez donné le montant des investissements, je peux le préciser davantage, il est de 1125 milliards de francs CFA qui ont été investis au niveau de l'eau, de l'accès à l'eau. Et quand on parle de l'accès à l'eau à tous les niveaux, non seulement au niveau rural, donc avec les pompes à mobilité humaine, l'hydraulique villageoise, etc., l'hydraulique urbaine, mais également en ville. Donc dans les grandes villes de Côte d'Ivoire où beaucoup d'investissements ont été réalisés à cette hauteur. Et aujourd'hui, et vous avez bien fait de le donner ce taux, hein, on est aujourd'hui avec un taux d'accès autour de 80% de la population. Donc si vous voulez, vous aviez 11 millions d'Ivoiriens en 2011 qui avaient accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, vous avez 22 millions d'Ivoiriens qui ont toujours accès à l'eau potable. Donc vous voyez qu'à par rapport aux 32 millions de population de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, selon les dernières statistiques, des efforts sont à faire, mais déjà beaucoup d'efforts ont été faits pour que chacun des Ivoiriens puisse vraiment avoir accès à l'eau potable partout en Côte d'Ivoire de différentes façons, soit en ouvrant son robinet, et ça c'est l'idéal et c'est ce vers quoi on tend tous, en ouvrant son robinet et d'avoir de l'eau directement, soit en accédant à des points d'eau à proximité pour éviter que les gens aient à encore utiliser l'eau de pluie qui n'est pas forcément, j'allais dire, potable, pour que les gens puissent accéder à cette eau-là propre, non loin de leur localité, enfin non loin de leur point d'habitation, et pour améliorer leur qualité de vie. Et ça se voit quand vous allez sur le terrain, comment ça change la vie des populations à l'intérieur du pays. Alors, monsieur Traoré, quand on entend un tel bilan, vous qui êtes également sur le terrain, est-ce que c'est le constat que vous faites? Sinon, que ferait madame Simone et Yves Gbagbo si jamais elle est au pouvoir, justement pour améliorer les conditions des populations dans le secteur de l'hydraulique en Côte d'Ivoire? Très bien. Déjà, je voulais reprendre un peu le chiffre présenté par les représentants du président Alassane Ouattara. Il a dit on est à 22 millions aujourd'hui de personnes qui ont accès à l'eau potable. Donc on est 30 millions d'habitants. 22 millions, on est plutôt proche des 30% qui n'ont pas accès à l'eau potable. Plutôt que 80%, on devrait dire peut-être 73, 74% si je suis au chiffre. Oui, non, c'est 22 millions pour l'accès à l'eau au robinet. Ah, bon, la précision n'étant pas faite. L'accès à l'eau au robinet. Oui, la précision n'étant pas faite, soit. Voilà, l'accès à l'eau, puisque c'est l'idéal vers lequel on tend. Oui, comme je vous ai dit, l'ambition, c'est que chaque Ivoirien devant son robinet ait de l'eau. Voilà. Mais en attendant, il y a des mécanismes alternatifs qui sont mis pour les populations rurales, je les avais cités, parce que dans la matière, vous avez aujourd'hui 28 000 points. J'allais dire d'accès pour le... Non, je voulais juste faire un correctif. Non, c'est bon. On travaille sur les mêmes bases. Alors, l'accès à l'eau, oui, on a amélioré l'accès à l'eau potable. Il faut dire qu'on est sorti d'une période de crise. Parce que souvent, on compare beaucoup
2011, à partir de 2011, bah écoutez, jusqu'à 2011, on était en train d'essayer de faire de la paix en Côte d'Ivoire. Donc il y a des efforts qui ont été faits, mais pas suffisamment parce que les priorités étaient ailleurs. Donc c'est bien, c'est du travail qui a été fait. Par contre, nous questionnons la qualité de l'eau. On veut améliorer la qualité de l'eau dans les villes. Quand vous allez dans certaines villes, les habitants se plaignent, l'eau sent du javel. Au fait, on a un souci, l'eau commence à être chargée dans certains endroits, comme par exemple à Abidjan, l'eau qu'on utilise. Et puis, on a un problème parce qu'il faut relier l'eau à tout ce qui est déchets, à tout ce qui est recyclage. Donc, le traitement est difficile quand l'eau qui est drainée est chargée en produits qui impactent sur l'eau, donc les produits industriels, quand c'est chargé en plastique. Donc, bref, sur la qualité de l'eau, dans certaines localités, il y a des choses à faire. Nous trouvons qu'il y a du travail qui a été fait, mais on pense qu'on peut faire beaucoup mieux là-dessus. Monsieur Bémois, Jean-Louis Billon parle d'un État performant et transparent, alors que le constat qui est fait, c'est qu'il y a plusieurs audits qui ont quand même révélé des retards dans la maintenance de certaines pompes villageoises. C'est quoi la réforme que votre candidat pourra mettre en œuvre? La réforme que notre candidat pourra mettre en œuvre, c'est que déjà, de prime abord, c'est un secteur qui est tellement sensible, qui tient énormément à Jean-Louis Billon, parce que l'eau, c'est la première chose dont a accès la population. Peu importe son niveau de vie, c'est la première chose qui est utilisée en toute chose. Donc, du coup, il faut pouvoir permettre que l'accès soit très facile, mais surtout que la qualité puisse être de mise. Et comme on l'a dit par derrière, Jean-Louis Billon entend réformer le secteur de la gestion de l'eau afin d'apporter des réponses. Parce que, par derrière, quand je vais déballer la suite, vous verrez qu'à partir des fonds miniers, il veut pouvoir créer un fonds de souveraineté afin de pouvoir investir et renouveler tous les réseaux et le traitement de l'eau. Donc c'est pour dire quelque part, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut pouvoir servir de l'eau, mais de l'eau de qualité. Il faut pouvoir servir de l'eau même aux populations actuellement qui n'ont pas accès. Moi, tantôt, quand le chiffre a été évoqué, qui est de 22 millions, c'est un effort considérable qui est fait, qui est à saluer. Même nous, pour nous, avec Jean-Louis Billon, un Ivoirien qui n'a pas accès à cette équité-là, pour nous, nous pensons que c'est une discrimination. Et parce que par derrière, il est isolé du progrès, il est isolé de l'accompagnement de l'État qu'il mérite en fait. Donc si vous remarquez bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements sont faits, mais quand vous parcourez le territoire national, vous pouvez constater des disparités. Il y a des personnes encore où il n'y a même pas de château d'eau, qui vont directement puiser l'eau dans des marigots. Donc nous aimons peut-être pouvoir voir ce qui est fait, mais pour nous, nous sommes de ceux qui pensons que quand on a 10 enfants et que 9 sont entrés, tant que le dernier n'est pas encore entré, on ne peut pas dormir parce que occuper cette fonction-là, être comme un père de la nation. Merci beaucoup. Donc pour nous, ça compte. Monsieur Kouadio, Awan Dombello, dans son projet de société, déclare, il parle de privatisation de l'eau. Est-ce qu'il souhaite remettre en cause le contrat avec la SODECI, par exemple? Déjà, il faut dire que nous saluons les efforts qui ont été faits par le gouvernement en place, de premier abord. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser que l'eau n'est pas une marchandise. L'eau est un droit. Ce n'est pas à marchander. Nous avons obligation de donner à nos populations de l'eau. Pas que, mais de l'eau potable, qui est inodore, qui est incolore et qui est sans saveur. Ce sont les normes de la banque de l'OMS, c'est le BABA. C'est vrai, le gouvernement a investi, mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons énormément d'infrastructures hydrauliques qui sont vétustes, qui sont usées. L'usure dont elles sont victimes impacte considérablement la qualité de l'eau. On a des endroits à Abidjan où on a encore des eaux qui ont des couleurs de jus, de bissap, des eaux qui ont des couleurs marron, des couleurs blanchâtres. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur la qualité de l'eau. Il est vrai que ces dernières années, le gouvernement a entrepris une initiative qui visait à remplacer toutes les conduites d'Abidjan, passer des PVC au PEHD. Mais cette initiative n'est pas allée aussi loin que souhaité. Nous disons, aujourd'hui, il serait bien, il serait plutôt judicieux de penser à, on ne dit pas de privatiser, mais de repenser le modèle économique afin de voir dans quelle mesure l'État puisse être un acteur majeur au niveau de la qualité et de la certification de l'eau servie aux populations. Nous sommes aujourd'hui face à
prolifération de certaines maladies hydriques. Je dirais par exemple que le choléra est réapparu à Port-Boué il n'y a pas très longtemps de cela. On avait eu plein d'articles sur ce point-là. C'est un problème hydrique. Ça veut dire quelque part, l'eau est un problème. Nous avons le problème dû aussi au fait que nous avons des endroits dans notre pays où le citoyen lambda ne sait pas qu'il est aussi responsable de la qualité de l'eau en aval. Donc il produit des déchets en amont. Dans son environnement. Et cela se retrouve en aval, qui impacte la qualité de l'ensemble de l'écosystème. Dans notre pays, il y a des endroits dans ce pays où des gens marchent encore 5 km pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau, pour pouvoir satisfaire les besoins élémentaires. Et pour finir, il y a eu des conflits dans ce pays où la source a été l'eau. Moi j'ai mon bétail, je n'ai pas de l'eau pour pouvoir alimenter mon bétail. Je vais alimenter mon bétail là où les villageois qui ont des champs vont puiser l'eau pour aller irriguer leurs champs. Et donc comme c'est le seul point d'eau, mes bêtes sont dans ce point d'eau, vous voulez boire cette eau, vous voulez alimenter vos plants avec cette eau, finalement ça devient un conflit et on finit par avoir des conflits communautaires. Alors vous dénoncez la qualité de l'eau, vous dénoncez tout ce qu'il y a comme opération économique. C'est quoi les solutions de Awa Dombello pour les 5 prochaines années? Déjà, remettre sur la table tout l'écosystème de l'eau. Faire un audit général des différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion de l'eau. Travailler à ce que les 30% de perdition des ressources en eau soient réduits à moins de 15%. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on paye pour 10 000, mais on reçoit pour 7 000. Où vont les 3 000 qui restent? Donc c'est des travaux, ces 3 000 là deviennent à 1 500 d'ici 2030. Donc c'est un travail colossal qui va demander de repenser l'ensemble du système et puis de réfléchir maintenant sur comment l'améliorer. Alors monsieur Kwadwo, avec vous, je vais parler des unités compactes de distribution, on les appelle les UCD, on le sait, qui ont été construites dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Elles ont permis à améliorer l'accès à l'eau potable. Ma question là maintenant, c'est de savoir pour les 5 prochaines années, si jamais votre candidat est encore réélu pour le prochain quinquennat, qu'est-ce qu'il compte adopter pour étendre ce modèle-là aux autres zones rurales de Côte d'Ivoire? Oui, merci. Comme je vais profiter de ce temps d'antenne là peut-être pour adresser un peu de sujets avant de revenir sur la question que vous avez posée. Allez-y. Concernant la qualité de l'eau, je suis très heureux de voir que bon, moi tout le monde reconnaît les efforts qui ont été réalisés ces dernières années. Et puis ça me fait penser un peu, j'allais dire, à l'histoire un peu des gens qui performent. Les éléphants, par exemple, aujourd'hui, on ne tolère pas qu'ils perdent des matchs. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils ont atteint un certain niveau. Donc c'est pareil. Bien sûr qu'aujourd'hui, on veut faire plus. Parce qu'on a déjà fait de gros progrès. Il y a des efforts certes à faire, mais on pense qu'on peut faire plus. Mais justement, c'est ce qui est en jeu ici aujourd'hui. C'est de poursuivre la politique qui est mise en place, qui a permis de faire ce bond, qui fait qu'aujourd'hui, bon, ça paraît naturel que dans la plupart des villes où on va, on a de l'eau potable. Oui, il y a les questions de la qualité, mais ça adresse aussi beaucoup d'autres sujets. Il y a l'organisation des villes, mais c'est des challenges. Un pays se construit en plusieurs années. On adresse dans un premier temps des priorités, et au fur et à mesure que ces priorités sont réglées, on adresse de nouvelles priorités. Il n'y a aucun pays, même vous prenez aujourd'hui l'Europe, prenez la France, n'importe quel pays, ils ont des sujets auxquels ils font face. Mais le tout, c'est d'être dans une dynamique. Et aujourd'hui, ce qu'on prend comme message, on veut passer comme message, c'est que la dynamique est déjà lancée. Donc, elle demande d'être poursuivie pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, puisque on a le levier, on sait comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, pour la suite, on a parlé même de projets privés. Mais bon, personne ne mentionne qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une centrale qui produit de l'eau, qui est à la Mé, qui fait 240 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais c'est un PPP. Et cette unité seule, c'est le tiers pratiquement de la production d'Abidjan en eau, qui a été réalisée ces dernières années. Donc je veux dire qu'en la matière, des efforts sont faits. Mais à la fin de la journée, je vais vous dire, l'objectif du président, ce n'est pas tant d'avoir des types de projets ou pas, et comme je vous l'ai répété, c'est que chaque Ivoirien, lorsqu'il veut avoir de l'eau, il ouvre un robinet et il a de l'eau. Revenons-en aux unités compactes de distribution, si vous le permettez. En quoi, qu'est-ce que vous ferez véritablement pour que la stratégie dans votre camp se développe, histoire que toutes les autres villes de l'intérieur du pays puissent avoir accès? C'est pour cela que j'étais en train de parler de l'accès à l'eau déjà, parce qu'on va au-delà de cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction de l'urbanisation, l'ambition, c'est d'avoir des sources de production d'eau qui sont des sources classiques d'une certaine taille, capables d'assurer de la distribution aux usagers et de permettre à chacun d'avoir accès à l'eau à partir de son domicile. Effectivement, les efforts vont être poursuivis dans les zones rurales, donc ce sont des dispositifs qui vont être généralisés, mais à la fin de la journée, au fur et à mesure que les zones vont se développer, eh bien,
l'ambition sera de dire d'avoir des sources de production d'eau adaptées aux besoins des populations, donc comme on l'a dans des grandes villes aujourd'hui avec l'eau à la pompe. Mais M. Traoré, Mohamed, pardon, dans certaines villes de l'intérieur du pays, telles que Djokouéman, selon nos correspondants, ceux de cette info, ils nous rappelaient que des habitants se plaignent encore de coupures prolongées d'eau potable. Quelle solution concrète votre candidate mettrait en œuvre, histoire de prolonger, histoire d'assurer une distribution continue et fiable pour ce genre de population? Nous, on a prévu de façon concrète, on l'a chiffré, un investissement qui est assez massif, donc pour améliorer la transition industrielle et améliorer tout ce qui est relié, canalisation, et tout ça. Donc on prévoit un tiers des 600 milliards sur 5 ans qu'on va investir dans le domaine de l'amélioration de la transition technologique. Donc nous, comme vous parlez d'unités compactes d'eau, ça c'est des choses dans lesquelles on va massivement investir parce qu'on voit que ça fonctionne. Alors je reviens maintenant à l'exemple dont vous parlez, puis je fais une petite transition, les dimensionnements des caniveaux. Aujourd'hui, quand on parle de l'eau, nous on s'est beaucoup apaisanti sur la qualité et surtout le gâchis qu'on fait avec l'eau. Comme vous voyez les caniveaux qui débordent, les caniveaux pollués. Donc nous, on va investir dans la recalibration de ces caniveaux-là. Il faut qu'on aille à l'assainissement des infrastructures qui sont en place. Il faut qu'on les améliore. Il faut vraiment... Parce que quand il y a la moindre pluie, ça déborde de partout, mais ça, c'est un impact. Il y a des eaux qui ont été déjà traitées, qui sont d'une bonne qualité, ou même qui n'ont pas été traitées, des eaux de surface, qui sont polluées parce qu'il y a du drainage de mauvaise qualité qui se fait. Donc nous, on met l'accent sur ce point-là. Alors quand on arrive maintenant à certaines villes où, comme vous le dites, on n'a pas encore les infrastructures qui sont complètement installées, là on rejoint l'urbanisation dont parlait le représentant du RHDP. Cette urbanisation-là, il faut qu'elle se fasse de façon équitable. Enfin, l'installation de l'eau dans les zones urbaines, il faut que ça se fasse de façon équitable. Il y a des zones urbaines qui trouvent que ça n'arrive pas assez vite. Et effectivement, il y a des villes qui ne sont pas avantagées. Alors nous, on va rétablir la justice à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on débloque un fonds de 600 milliards pour la transition, mais une partie de ce fonds-là sera dédiée à travailler sur cette question. C'est bien que vous parliez de fonds, parce que la gestion de l'eau, on le sait, est souvent évoquée pour son manque de transparence tarifaire. Est-ce que Jean-Louis Billon, on sait qu'il prône une économie régulée et compétitive, est-ce qu'on doit comprendre qu'il souhaite ouvrir, par exemple, la distribution d'eau à d'autres opérateurs que la SODECI? Au-delà même de ça, c'est Jean-Louis Billon dans sa démarche, c'est la compétitivité de l'économie et c'est de pouvoir confronter plusieurs expériences afin de servir la part belle aux populations. Et si vous remarquez bien dans son projet de société, il a plutôt parlé de la qualité de l'eau, mais surtout du coût de production, ou bien du coût d'acquisition, mais d'accès à l'eau. C'est un élément fondamental. Parce que même quand on parle de l'eau, c'est vrai qu'on le voit également pour les ménages, mais l'eau est également utilisée dans le domaine industriel. Et ce sont des aspects qu'on ignore, mais on projette une industrialisation de la Côte d'Ivoire qui va sans dire, va faire appel à de grandes quantités d'eau. Donc du coup, il faut pouvoir créer, non seulement, comme il a dit tout à l'heure, M. Kouadou, des unités de production qui puissent permettre d'accroître le volume, le nombre de mètres cubes d'eau qui est actuellement mise à disposition, afin que cela puisse accompagner la vision d'agro-industrie que nous voulons implémenter dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, ce serait véritablement des capitaux énormes que nous allons investir dans le domaine de la réforme du système, mais dans le domaine de la construction également de châteaux d'eau, d'unités de production, et également d'accompagner par des mesures sociales le système de raccordement aux populations. C'est vrai que le régime en place a ouvert cette brèche-là avec la titrisation, c'est à saluer, mais nous pensons qu'il faut amplifier. Qu'il faut amplifier afin que nous puissions dépasser ce chiffre-là des 75% des personnes vivantes en Côte d'Ivoire qui sont raccordées à l'eau potable. Donc c'est un point d'honneur que nous allons accorder à cette chose. Merci M. Bemois. M. François Kouadio, votre candidat, il est issu du secteur BTP. Là on parle, Jean-Louis Billon nous fait comprendre qu'on doit ouvrir un marché de l'eau à la compétitivité. Quand on sait que votre candidat est issu du secteur BTP, c'est quoi les innovations simples ou encore peu coûteuses qu'il compte mettre en avant, histoire de créer non seulement des forages, mais qu'est-ce qu'il envisage pour les villages qui tombent souvent qui sont dans la nécessité d'avoir accès à cette eau potable? Ok, déjà pour ce qui est de... J'ai entendu le redimensionnement des ouvrages de collecte des eaux pluviales.
c'est une idée intéressante, mais le dimensionnement est fait suivant les propriétés physico-chimiques de l'écosystème qui reçoit les écoulements d'eau. Donc c'est dimensionné, on ne peut pas les modifier comme ça. Mais quand même, c'est quand même une idée sur laquelle on peut réfléchir, mais bon, c'est assez compliqué de les modifier. On parle des caniveaux déjà en partant, hein, dans, oui, des caniveaux. Dans les cités. Oui, effectivement. Voilà. Donc c'est des ouvrages de collecte des eaux pluviales. Aujourd'hui, le coût de l'eau est autour de 238 francs le mètre cube. Et ce montant-là, je pense qu'il y a environ 0,3%, donc 30% de ce montant-là qui est alloué à la SODECI assainissement, et il y a 0,7% qui est destiné au fond de l'eau. L'idée pour nous, ça serait de repenser la répartition des 0,7%. Pour qu'une partie, on est en train de travailler sur 1 tiers ou 2 tiers, on n'a pas encore fini, mais je pense que d'ici la fin du passage de notre président sur la chaîne nationale, l'information sera donnée. C'est de définir une partie qui n'est pas encore prévue maintenant ici, qui servira à travailler en amont, à mettre en place des dispositifs de dégrillage ou bien de captation des ordures, des déchets, qui sont l'un des facteurs influents sur le coût de traitement des eaux de surface. Exactement. Aujourd'hui, les eaux de surface sont les principales sources d'alimentation que nous avons. C'est vrai qu'on a, avec l'action du gouvernement, installé une infrastructure dans la Mée. On a aussi celle qui est à Beaunois, qui permet de juguler le problème de manque, permet de juguler enfin le besoin de la ville d'Abidjan. Mais une bonne partie de l'intérieur du pays dépend des eaux de surface. Si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, sur Boaké, on avait eu une baisse du niveau d'eau. Et ça a causé une pénurie assez importante d'eau sur Boaké. Et ça a créé des troubles, mais bon, le citoyen lambda ne peut pas comprendre que quand il n'y a pas d'eau, le niveau d'eau du réservoir de surface, c'est compliqué. Donc nous, aujourd'hui, on veut travailler à ce que les engorgements causés par les ordures, par les déchets, soient traités en amont, afin de réduire la pression financière qu'il y a sur le coût du traitement des eaux. Cela permettra de réorienter les ressources vers des investissements pour les populations, notamment dans le monde rural. Et là-bas, on ne veut pas juste aller réparer les pompes qui sont défectueuses, mais c'est de les optimiser. En d'autres termes, les dispositifs qu'il y a, par exemple, de pompes à motricité humaine, qui sont généralement présentes dans nos villages, c'est-à-dire, il faut, comme nous au village, dans le temps, on pompait avec le pied, on pompait avec la main, tout ça, machin truc. C'est des choses aujourd'hui auxquelles il faut, je vais dire, il faut laisser aux oubliettes pour passer à des systèmes qui marchent avec le système solaire, qui permet d'avoir de l'eau en continu, à des plages horaires bien précises, et on va donc proposer une solution pour stocker les eaux en continu. On ne sera pas en mode de venir prendre nos besoins, mais de prendre l'eau dès qu'on a besoin. On n'a pas besoin de fournir des efforts, mais l'eau est stockée. Donc quand le village en a besoin, ils peuvent prendre même de nuit, de jour comme ils veulent. Maintenant, c'est de travailler à ce que la responsabilité de la gestion soit totalement déléguée aux communautés villageoises. Ça crée de l'expertise, ça crée de l'implication, ça crée de la sociabilisation de l'ouvrage, ce qui fait qu'il s'intègre dans le quotidien du monde rural. Donc c'est cette forme d'innovation-là que nous voulons apporter pour que les citoyens lambda dans le village se sentent impliqués dans la gestion de l'eau. Et dans ce dispositif dont vous parliez, il y aura des gens, si jamais les forages tombent en panne par exemple, qui pourront les arranger. Actuellement c'est fait, il faut le reconnaître, actuellement c'est fait. Mais nous souhaitons optimiser cela pour en faire une activité formelle. D'accord. Comme dans les mairies, on a des secrétaires, il faudrait qu'au niveau des chefferies villageoises, on ait des techniciens permanents venant du village qui sont formés pour faire ce travail. Merci beaucoup. C'est ainsi dit, mais la pollution des rivières, on le sait, qui est donc due à l'orpaillage illégal, c'est quelque chose qui dégrade la qualité de l'eau. Nous en sommes conscients. C'est quoi les mesures fermes que votre candidat pourra mettre en œuvre, déjà pour protéger les bassins hydriques, notamment dans le nord ou encore dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Alors, effectivement, l'orpaillage qu'on essaie est un vrai sujet à l'échelle nationale et qui échappe même, et qui dépasse, qui va au-delà du secteur de l'eau, qui touche à la sécurité, qui touche au secteur des mines, à beaucoup de secteurs. Et bon, vous savez que le gouvernement est en train de prendre des mesures, a mis en place des dispositifs pour lutter, j'allais dire, efficacement, en tout cas vigoureusement, je peux le dire, contre cette activité. C'est pas facile comme activité parce que vous savez que c'est des activités individuelles, des gens qui s'installent un peu partout, etc. Donc on voit souvent des efforts qui sont faits, on voit les résultats, mais c'est quelque chose qui mute dans le temps, donc c'est quelque chose qui est difficile. Et effectivement, qui entraîne des problèmes sur, j'allais dire, les sources d'eau à partir desquelles on fait les prélèvements, on fait le traitement. Bien sûr que ça peut entraîner, des surcoûts, mais aujourd'hui, au niveau de la politique de l'État, et vous avez vu, le prix de l'eau est resté stable pendant des années, c'est qu'en plus des efforts que l'État fait pour protéger, j'allais dire, ces sources d'eau, il continue à faire les efforts financiers qu'il faut pour assurer cette eau de qualité. Et moi, je suis très content de voir que finalement, bon, le programme sur l'eau, c'est un programme qui est plébiscité parce que toutes les mesures qui sont en train d'être proposées sont déjà des mesures en cours de mise en œuvre qu'on veut densifier.
justifié, etc. Et que donc le candidat actuel, Alassane Ouattara, veut mettre en œuvre. Donc je veux dire, ça s'inscrit dans cette dynamique et on est bien conscient que c'est une très bonne chose qui va être, j'allais dire, poursuivie. On va rester dans le même contexte avec M. Traoré, Mohamed. Les populations de Grand Laou ou encore d'Adiaké subissent quand même la salinisation de l'eau à cause de la montée de la mer. Quelles mesures justement Mme Simone et Yves Babo comptent mettre en œuvre pour répondre à ce problème? Ok, donc justement, j'allais aborder ce sujet-là en disant qu'il y a aussi l'eau côtière. Tout ce qu'on les plans côtiers, nous on a décidé de mettre un plan de gestion des côtes. D'accord. On va travailler ici des digues, des endiguements pour nous éviter que le niveau d'eau qui monte affecte les populations. Donc il faut travailler là-dessus. On va travailler sur la mangrove parce qu'il faut mettre, ça c'est un moyen naturel d'éviter que les eaux montent. Donc il y a un plan qui va être mis en place qui va s'appeler le GIS. Donc c'est la gestion intégrée des zones côtières. Donc c'est l'acronyme, la gestion intégrée des zones côtières. Et à travers ça, on va pouvoir reboiser les mangroves, recharger les plages. Et donc aller sur l'agriculture intensive plutôt qu'extensive. Ça aussi, ça permet de travailler là-dessus. Et puis on va travailler sur les réserves, qui vont être des réserves phoniques, mais des réserves d'eau aussi. Donc actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux d'eau baissent. Si on y prend garde, là, les niveaux d'eau sont en train de baisser dans nos fleuves. Je pense que sur le banc d'Amman, on parle de... si rien n'est fait, d'ici 2050, c'est du moins 17%. On a aussi une baisse, en tout cas une baisse généralisée qui est prévue sur nos différents plans d'eau. Donc si on ne travaille pas à utiliser de façon efficiente le peu d'eau qu'on a, les plans d'eau qu'on a actuellement, on risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça que je reviens rapidement sur... Pour moi, il y a un lien. On parle d'eau ici, mais la question du recyclage, de l'assainissement des villes. Il faut que l'assainissement des villes soit confié aux villes elles-mêmes. C'est-à-dire que les communes puissent gérer ce volet-là. Parce que la gestion des déchets qui sont dans les caniveaux, la gestion des déchets dans les villes a un impact sur l'eau. Si on y prend garde là, on va augmenter les coûts de traitement de l'eau, on va réduire la qualité de l'eau potable qu'on peut utiliser, et puis au bout d'un moment, on risque d'avoir des problèmes. Ça nécessite beaucoup de travail, je vais revenir à vous, ça nécessite beaucoup de travail. Quand on sait que Jean-Louis Billon, par exemple, est un entrepreneur, quelle place justement il donnerait au secteur privé local dans la construction d'infrastructures de gestion de l'eau en Côte d'Ivoire? C'est une place prépondérante. Parce que vous êtes sans ignorer que tout son programme de société tourne autour de la construction des champions nationaux et de la préférence nationale. Donc, comprenez tout simplement qu'il va faire une part belle aux entrepreneurs locaux en vue de pouvoir, à travers ces initiatives-là, pouvoir développer des expertises et développer un modèle de gestion et un modèle, si vous voulez, de traitement qui concerne l'eau. Donc, quelque part, pour nous, pour juste faire, comment on appelle ça, un rapprochement avec ce que vous êtes en train de dire concernant l'orpaillage clandestin. Effectivement, c'est un sujet qui est profond, mais qui mérite qu'on le regarde aussi autrement. Il serait bon également qu'on puisse établir un cadre qui permette de pouvoir organiser ces personnes-là et les faire quitter l'illégalité sur la base des coopératives. Et ces coopératives-là peuvent être un attrait qui va permettre petit à petit de sortir ces personnes-là de la clandestinité afin de devenir des personnes qui apportent de manière officielle à l'économie. Et on pourra juguler peut-être ce flux réduit qui sort du cadre réglementaire qui pourrait être mis en place. Et à cela, Jean-Louis Billon accorde un point d'honneur afin de pouvoir réguler quand même ce domaine-là et apporter des résultats se manifestent pour la gestion de l'eau. Alors, après la réaction de M. François Kouadio, nous allons passer au deuxième sous-thème. Mais la question que je m'en vais vous poser concerne le premier acte symbolique que M. Awa Domelo poserait dans le secteur de l'hydraulique 100 jours après avoir été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Déjà, si vous remarquez bien sur la redevance, sur la facture Soleci, il y a, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, il y a un montant qui est alloué au projet qui tourne autour de l'optimisation de l'accès à l'eau dans le milieu rural. Donc nous, on va, dès les 3 premiers mois de notre accession à la majorité suprême, lancer un programme d'urgence que nous avons appelé programme d'urgence pour les zones rurales. Ce programme visera, on a pour objectif, dans les 3 mois, de lancer un projet de construction de 15 000 nouveaux points d'eau, forage, mini-adduction avec transfert de gestion, dont je vous ai parlé déjà tantôt, pour pouvoir impliquer en fait, les communautés dans la gestion en fait, de ces différents ouvrages-là.
Merci bien, merci à nos invités pour tous ces échanges qui, ma foi, sont riches autour de la question de l'eau, à l'accès de l'eau potable. C'est un enjeu vital qui touche directement la qualité de vie de millions d'Ivoiriens. Mais l'eau n'est pas le seul défi essentiel pour le développement du pays, pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'autre pilier, tout aussi déterminant, c'est l'énergie, qui est un moteur de l'économie, moteur de l'éducation, de la santé et du bien-être social. Et justement, pour ce second temps de notre débat, nous posons la question: énergie pour tous, promesse ou réalité? Du coup, dans un contexte où la Côte d'Ivoire revendique un taux d'électrification de plus de 80%, mais où de nombreuses zones rurales restent encore dans l'obscurité, comment garantir un accès équitable, durable et abordable à l'énergie pour tous? Monsieur Kouadou, le gouvernement annonce un taux d'accès à l'électricité de 92%, si mes chiffres sont bons, en zone urbaine, mais il reste encore en zone rurale. Comment est-ce que le RHDP compte-t-il combler ce déficit-là quand on connaît cet écart? Alors, déjà sur les chiffres, hein, vous savez, les localités qui sont aujourd'hui couvertes, donc qui bénéficient donc d'un réseau d'électricité aujourd'hui sur toute la Côte d'Ivoire, nous sommes à un taux de couverture de 97%. Donc ça, c'est les derniers chiffres à septembre, puisque justement la pression et l'objectif du président, c'est d'arriver à cette électrification universelle. C'est-à-dire que d'ici la fin de cette année, toutes les localités, donc qui sont des localités au sens administratif, devront être électrifiées. Donc en la matière, oui, c'est une réalité qu'on est passé de 33% de taux de couverture en 2011 avec un objectif de 100% en 2025 en termes de réalisation. Et du coup, l'accès, donc c'est les populations qui sont couvertes par un réseau d'électricité, on est autour de 98,8% aujourd'hui, donc à ce jour-là. Donc, et ça ne concerne pas que Abidjan, ça concerne également tout le territoire national. Il faut savoir que les localités électrifiées aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue administratif, on a aujourd'hui, on avait en 2011 2847 localités. Aujourd'hui, on a plus de 8624 localités aujourd'hui qui sont électrifiées, donc qui ont, comme on dit, le courant. Vous avez des poteaux, vous avez des gens qui peuvent se connecter donc à l'électricité. Mais ce n'est pas que tout, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que le tout n'est pas de dire qu'on a des zones, on a quand même uniquement des lampadaires dans les villes. Il fallait s'assurer que les populations elles-mêmes puissent avoir accès à l'électricité dans leur maison. Et donc le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le programme Électricité pour tous, qui a permis donc, en l'espace de quelques années, donc sur les 4-5 dernières années, de permettre à plus de 2 millions de personnes, de ménages, donc d'avoir accès, 2 200 000 ménages, en plus d'avoir accès à la maison, à l'électricité. Donc on avait des clients qui sont comptés au niveau de la CIE, qui étaient autour de... On avait 1 million 100. Aujourd'hui, on a plus de 4 200 000, j'allais dire, abonnés CIE, dont près de 2 200 000 qui proviennent donc de ce programme d'électrification pour tous. Donc l'objectif du président, c'est quoi? Qu'on puisse avoir accès à une électricité qui soit de bonne qualité, donc abondante, et à un coût abordable. Et donc, c'est de ce sens que les efforts sont faits. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la production, les efforts ont été énormes. On a quasiment plus que doublé la production. On était à 1300 MW, 1391 MW en 2011. Aujourd'hui, on est à fin 2024, on est à 3000 MW. Donc, tout ça pour soutenir à la fois les ambitions, j'allais dire, sociales, parce qu'à la fin de la journée, pour l'ensemble des usagers des Ivoiriens, il faut qu'ils puissent, lorsqu'ils appuient sur leur interrupteur, bénéficier donc de cette électricité de bonne qualité, mais également pour soutenir les ambitions d'industrialisation de notre pays. Donc ces efforts-là sont faits et aujourd'hui on peut dire, sans vraiment risque de se tromper, que c'est vraiment une réalité cette électrification. Il y a des gens qui ne s'attendaient même pas, et on le voit, hein, qui ne s'attendaient même pas à recevoir un jour des gens qui allaient installer des poteaux électriques qui en ont bénéficié. Et ce qui est important de voir, malheureusement on ne peut pas montrer la carte comme elle a évolué, c'est que les disparités étaient très grandes. Vous aviez des localités qui étaient quasiment déjà électrifiées à près de 100%, contre des zones qui avaient à peine 0,8%, 1% d'électrification. Quand on prenait Bouna par exemple, Bouna en 2011, on était à 1% de taux de couverture. Aujourd'hui, pratiquement, on va, comme je vous ai dit en fin de cette année, on va achever entièrement l'électrification des villages qui sont au sens administratif dans ces localités. Et vous n'imaginez pas en quoi c'est important pour ces populations. Des gens qui, depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, donc on parle de combien d'années? Depuis plus de 65 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, qui n'ont jamais vu l'électricité jusqu'à ce jour. Et pour certains, qui vont enfin voir le courant, comme on dit vulgairement chez eux à la maison, maintenant en 2025.
voyez ce que ça représente. Donc c'est très important. Et ce sont ces efforts-là qui sont faits pour le bien-être des populations. Il a dit des efforts sont faits pour les populations de Côte d'Ivoire, mais Madame Yves Gbagbo propose ce qu'elle appelle une transition tarifaire. Comment est-ce qu'elle envisage justement de favoriser l'inclusion énergétique en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, l'énergie, c'est principalement du gaz qui passe dans les turbines. Donc le gaz, c'est une énergie qui est soumise aux fluctuations des marchés. Donc pour nous aujourd'hui, il faut travailler sur le coût de l'électrification. Et de l'autre côté, il faut travailler sur l'accès de l'électricité à tous, une bonne fois pour toutes. Comment on fait pour travailler sur les coûts? On veut investir dans les énergies renouvelables. D'accord. Pour information, dans les années d'indépendance, dans les premières années, on était dans un mix énergétique où on allait jusqu'à 80% d'hydro, et puis hydro qui est de l'énergie renouvelable. Et puis petit à petit, on est allé vers une transition où c'est le gaz qui domine aujourd'hui. Je pense qu'on est autour de 70% de gaz maintenant, et puis 30% d'énergie renouvelable, incluant l'hydro. Hein. Donc au MGC, on a l'ambition de densifier maintenant le parc d'énergie renouvelable pour équilibrer dans un premier temps à 50-50, énergie renouvelable et gaz, pour être moins soumis aux fluctuations des marchés. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans un premier temps, reprendre le dessus. Ça aussi, ça vient rejoindre nos objectifs pour le développement durable. Parce que le gaz, c'est une énergie grise, c'est quasiment une énergie polluante, un tout petit peu moins polluante que le pétrole, mais ça reste polluant. Je concède qu'on fait de la cogénération. Je suis un peu spécialiste dans le domaine, donc je le sais. On fait de la cogénération qui permet d'atténuer encore un tout petit peu, c'est-à-dire les vapeurs qui sont émises sont remises dans une turbine, font tourner une turbine pour donner encore de l'électricité. Mais malgré ça, on est loin des émissions qui sont quasiment nulles pour l'hydro. Donc nous, on veut faire ces rééquilibrages-là. Ça va permettre, un, de polluer moins, et de deux, de baisser la facture pour nous. C'est bien que vous parliez de pollution donc d'environnement, parce que certaines centrales thermiques, on le sait, fonctionnent encore au fioul, donc ça pollue l'air comme M. Traoré le disait. Que prévoit M. Jean-Louis Billon pour réduire justement l'impact environnemental de la production énergétique? C'est d'aller progressivement vers le renouvelable, vers les énergies renouvelables, parce que c'est une nécessité. Aujourd'hui, la protection de la planète incombe à toutes les nations et à tous les leaders. Donc, si vous remarquez bien, il est déjà prépondérant qu'on puisse regarder quelque chose qui passe inaperçu, qui sont les pertes liées à la vétusté du réseau de distribution de l'électricité. Parce que chaque année, on perd pratiquement 10% de l'électricité produite. Alors que c'est un manque à gagner, c'est quelque chose qui peut générer des fonds et qui peuvent être alloués à d'autres investissements. Donc, investir dans le renouvellement du réseau de distribution, pour nous, cela est fondamental. Mais il faut pouvoir diversifier, comme tout à l'heure, Dr Traoré l'a dit, ce mix énergétique-là, en partant résolument vers les énergies renouvelables. Parce que ça s'impose à nous. Et aujourd'hui, nous avons ce devoir de préservation de la planète pour les futures générations, afin que le développement qu'on veut donner à nos populations ne les limite pas dans le temps et ne se limite pas dans le temps. Alors, j'ai parcouru le projet de société de M. Awa Dombelo. Il parle d'incitation fiscale pour les producteurs d'énergie verte. De quelle incitation concrète parle-t-il? Merci pour la question. Déjà, quand on parle d'énergie verte, il faut, j'aborde le même sens que mon co-débatteur, ce sont toutes les énergies qui ont un impact assez réduit sur l'environnement, impact négatif bien évidemment. Aujourd'hui, il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Je parle du principe d'avoir des efforts ont été faits. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de construire une centrale à biomasse à Aboisseau. On n'en parle pas beaucoup, mais elle est en construction à Aboisseau. Je pense que d'ici 1 an ou 2, elle sera opérationnelle. Pourquoi je dis ça? Pour dire simplement que nous, avec Awa Dombelo, on prend la peine de voir de manière concrète qu'est-ce qu'il y a actuellement en l'état actuel, afin de proposer des solutions et des alternatives d'optimisation, afin de pouvoir avoir un impact beaucoup plus significatif sur le vécu des citoyens. Une centrale à Aboisseau, c'est pas mal, c'est bien. Mais est-ce que Aboisseau est un poumon de biomasse? Question. Pour nous, quand on parle de biomasse, c'est un pôle économique dans lequel la forêt, la production agricole, le cacao, l'EVA, tout ce qui est production agricole, produit suffisamment de déchets
qu'on peut utiliser pour alimenter une source d'énergie nouvelle. En d'autres termes, pour nous, cette centrale qui est en train de construire à Boisseau aurait été plus utile à l'ouest de notre pays. C'est un exemple simple. On se dit que le nord de notre pays est une zone avec une forte alimentation solaire, avec une présence solaire assez importante. Cette zone-là, pour nous, devrait bénéficier de plus de centrales photovoltaïques pour permettre de capter au maximum en fait, ces énergies solaires. On a que, je pense, un champ photovoltaïque à Féké. Pour nous, il faudrait avoir des pôles photovoltaïques dans toutes les grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kwadou, est-ce que vous voulez réagir à... Enfin, est-ce que vous voulez justifier le choix d'Aboisseau pour la question de la biomasse? Vous aurez la parole tout à l'heure. Il réagit et je reviens. Il y a des points déjà sur le gaz, parce que j'ai noté un certain nombre de points. Sur le gaz, il faut savoir que nous, aujourd'hui, le gaz qui est utilisé dans le secteur de l'électricité, c'est le gaz qui est produit localement. En attendant qu'on ait le dispositif, donc on n'est pas trop... C'est pas là que se trouvent sur cette partie-là les surcoûts que nous supportons au niveau du secteur. Vous avez parlé de mix énergétique. Pour le mix énergétique, déjà, le gouvernement ivoirien s'est engagé à ce qu'en zone 2030, 45% du mix soit en faveur, soit de la source de production d'électricité, soit du renouvelable. Mais pour cela, il y a des projets en cours. Il y a plus de 1000 MW qui sont déjà en cours, en dehors de ce qui est fait. Alors, la centrale qui existe, elle est à Boundiali. Il y a une centrale à Boundiali, mais si vous regardez tout le nord, depuis Bondoukou, en passant par Ferké, Odiéné, et Boundiali, toutes ces zones-là, il y a des projets, y compris des projets même qui descendent. Aujourd'hui même sur les barrages de Soubré et autres, nous sommes en train d'envisager à la fois des centrales qui vont à la fois être flottantes. Exactement, donc les centrales flottantes. Donc, toutes ces choses-là sont prévues pour que justement, au niveau national, il y ait une répartition qui soit un peu plus équitable au niveau de la source de production. Et on ne le fait pas même uniquement pour les Ivoiriens, c'est aussi pour la qualité du service. Le choix d'Aboisseau pour la biomasse. Je vais terminer dessus, parce que je vais parler de la biomasse. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'électricité produite ici par les centrales du sud que vous envoyez au nord, le transport, vous avez parlé des pertes, pourquoi avoir des pertes? Mais c'est lié à la structure de production. Effectivement, en ayant des centrales un peu plus rapprochées de ces zones, on arrive à les baisser. Donc tout ça concourt aussi à réduire les pertes et à améliorer l'efficacité du système. Maintenant, sur la biomasse. Bon, alors il faut préciser que la biomasse aussi c'est un projet PPP. Alors, selon vous, un opérateur privé irait à Boisseau faire la biomasse, pourquoi il le ferait si ce n'est pas rentable? Mais si vous regardez bien à Boisseau, le projet de biomasse est lié à l'ensemble des plantations agro-industrielles qu'il y a là-bas, notamment le palmier à huile. Donc, qui produisent la source d'énergie dont on a besoin pour faire la biomasse. Donc ça, c'est ce pourquoi c'est fait là-bas. Et donc, les opérateurs privés, lorsqu'ils viennent, justement, ils regardent tout l'écosystème, la chaîne de valeur. Quelle sera la ressource? Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est durable? Ensuite, le niveau de production optimal qui va avec et la façon de l'évacuer sur l'ensemble du réseau. Donc la biomasse c'est prévu et il y a d'autres projets aussi qui sont prévus à Divo. Donc c'est pas que je n'ai pas fini. Oui, vous aurez la parole. Merci monsieur Kwadou. Reprenez la parole. Pourquoi je dis que je n'ai pas encore fini? Parce que ce projet à Boisseau était censé être à Daoukro, avec le projet Daoukro Énergie. Mais par la force des choses, par quelle gymnastique, il s'est retrouvé à Boisseau. C'est pourquoi je dis pourquoi à Boisseau en fait. Parce qu'à Daoukro, il y avait effectivement eu une étude déjà par Ceres Energy, qui avait travaillé à sortir une étude fiable, sérieuse, qui confirmait que ce projet-là pouvait être installé à Daoukro. Mais bon, on va pas... Merci. On va pas... Je ne veux pas polémiquer sur le projet privé. En fait, un projet privé, il est développé dans une zone en fonction de l'intérêt de l'opérateur privé. Quand vous prenez les projets du Nord, les zones en question, nous on leur dit par exemple, voilà l'ensoleillement de la zone, et en fonction des zones où ils se sentent plus à l'aise... Monsieur Kwadou, je me sens obligé de recentraliser le débat. Il ne faut pas qu'on le prenne en une minute. En une minute, je vais permettre à monsieur François Kwadjo, s'il vous plaît. En une minute, on va terminer bientôt. Nous avons un programme que nous appelons Programme Lumière 2030 qui vise à, comme le parti en place, à aller à 100% de couverture totale en 2030, mais on va aller au-delà. Nous, on veut réduire les pertes à moins de 2%. Donc, travailler sur l'ensemble du réseau pour apporter des éléments nouveaux qui permettent d'optimiser en fait le transport et l'utilisation chez le client. Donc, cette approche ça permettra vraiment de réduire la déperdition de l'énergie sur le trajet et enfin de garantir l'accessibilité, pas seulement que dans les villages, parce que, en fait, attention, il y a apporté l'électricité dans les villages et puis il y a apporté dans les ménages. C'est deux choses complètement différentes. Nous, on veut l'apporter dans les ménages, ce qui est différent de l'approche du mouvement. C'est ce qui est fait, je vous ai parlé des PPT qui, au-delà des villages... Ne vous inquiétez pas, oui, bien sûr, j'arrive. Allez-y rapidement. Et c'est pas contraire. Justement, c'est pas contraire, mais le citoyen... Je vous accorde encore 20 secondes. Le citoyen qui a le courant dans la rue n'a pas forcément le courant chez lui à la maison. Alors que l'objectif, c'est de permettre au citoyen d'avoir le courant chez lui à la maison.
Je vais m'arrêter tout simplement. Merci beaucoup. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de l'émission, mais je m'en vais poser cette question-là, parce que l'énergie, c'est pas seulement l'électricité. M. Traoré Mohamed en a parlé. Il y a également le gaz. On parle du carburant qui coûte cher en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le RHDP, qu'est-ce que le candidat Alassane Ouattara a prévu pour les 5 prochaines années, histoire de réduire ce carburant-là pour les populations vivant dans le pays? Alors, je pense que le prix du carburant dépend un peu du marché international et du niveau de production que nous avons localement. Effectivement, si nous arrivons à développer nos champs locaux avec toutes les découvertes que nous avons, effectivement, bien sûr que les Ivoiriens vont en profiter en termes de tarification. Mais pour l'instant, il est sujet donc, aux fluctuations internationales, étant entendu que nous, en la matière, on n'a pas la capacité de fournir à l'économie nationale l'intégralité des besoins développés localement, mais les gouvernements font des efforts. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a dans la fixation du tarif, il y a même s'il y a des évolutions, des augmentations relatives, mais le gouvernement fait des efforts pour porter une partie des coûts lorsqu'il se rend compte que le coût du marché est trop élevé et que le laisser directement aux usagers entraînerait une augmentation trop importante qui serait à la fois dommageable pour les entreprises et pour les individus. Donc l'État joue un peu la stabilisation au niveau de ces tarifs-là. Donc ce qui est fait, c'est que mettre l'accent sur les développements locaux, de sorte à ce que les champs locaux arrivent à produire dans les quantités qui sont inspirées, et bien on puisse avoir une production locale qui soit Merci bien, M. Kwadou. Très rapidement, M. Traoré, vos propositions, vos solutions de Mme Simone Yvek-Babo pour réduire le prix du carburant en Côte d'Ivoire. Rapidement, sur l'électrification, nous pensons à ouvrir, parce qu'on parlait des coûts de l'électricité, à ouvrir le marché de la distribution. On ouvre la possibilité de discuter pour qu'on puisse libéraliser ce marché-là. Ça va permettre aussi de baisser le coût. Un autre élément aussi, sur lequel on compte jouer, c'est donner la possibilité aux citoyens de produire son électricité et surtout de la revendre, de la reverser sur le réseau. Donc ça, on veut travailler sur ces deux aspects-là. C'est vrai que ce n'est pas encore des choses claires, mais on veut ouvrir la discussion là-dessus. Alors sur le pétrole, sur le carburant, oui. Sur le carburant, aujourd'hui, je l'ai dit dans une autre émission, on a découvert un champ pétrolier, on a un objectif de 200 000 barils jour dans quelques années. Moi, je le dis à haute voix parce qu'il ne faut pas... C'est tellement... On dirait qu'on ne veut pas que les Ivoiriens le sachent. Donc, on a 200 000 barils jour qu'on va produire bientôt. Si c'est 200 000 barils jour, nous comptons ouvrir les discussions, rouvrir les discussions avec Eni, rouvrir les discussions même avec les ressources extractives dans l'or et tout ça, pour s'assurer que la part de l'État est bonne. Et à ce moment-là, pour le pétrole, nous allons en profiter pour nous assurer qu'une part sera réservée à l'alimentation nationale. Donc, le pétrole qui est raffiné à la cire, il faudrait qu'une partie soit réservée à la consommation locale. Je pense autour de 17% comme ça aujourd'hui. Il faut monter ça. Merci beaucoup. En une minute, monsieur Bémois, qu'est-ce que vous proposez pour réduire le coût du carburant en Côte d'Ivoire? Pour réduire le coût du carburant, déjà le coût du carburant est fragilisé par le fait même que au niveau de certains grands groupes tels que Eni, Total, il y a une grande dépendance. Et si vous remarquez bien, dans le secteur pétrolier, l'entrepreneuriat local n'existe pratiquement pas. Et par derrière, moi, je voulais me poser la question de savoir les productions pétrolières qui sont aujourd'hui peut-être à 17% pour le ravitaillement de la CIE, alors que toute cette production-là est extériorisée pour que encore on aille acheter du pétrole pour venir le raffiner. Est-ce qu'on n'est pas en train de participer même à la cherté de l'énergie? Vous avez 20 secondes. De la Côte d'Ivoire. Donc le problème pour moi, c'est d'abord la volonté politique. C'est d'abord la volonté politique. Voilà pourquoi, au niveau de Jean-Louis Bion, je pense que tous ces contenus-là des accords avec ces multinationales-là sera rediscuté. Merci beaucoup. Afin de faire une part belle également à l'État pour permettre que cela puisse impacter le niveau des vies des Ivoiriens. Monsieur Martial Bémois, monsieur François Kwadjo, je me retourne vers vous. La réduction du coût du carburant est un réel défi en Côte d'Ivoire. Que propose monsieur Awa Dombello pour y arriver? Nous allons travailler, comme on l'a dit dans notre programme, sur un programme de souveraineté énergétique, mais réaliste. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de poids, comme le poids dans le cacao, pour influer sur le coût mondial du pétrole, qui dépend de l'OPEP. Et puis des fluctuations de certains gros producteurs, notamment l'Arabie Saoudite et consorts. Par contre, nous avons eu la chance de découvrir des gisements, comme l'a dit mon co-débatteur, baleines, calao et encore d'autres prospections en cours.
Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'initiative nationale pour prendre le risque de la recherche pétrolière. Je vous accorde 30 secondes. 30 secondes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette maîtrise-là du secteur. L'expertise n'est pas là, le capital risque n'est pas présent. Les entrepreneurs ivoiriens ne veulent pas s'aventurer dans ce secteur qui est extrêmement risqué et extrêmement coûteux. Nous, on veut mettre en place, dans nos premiers mois de gouvernance, une politique qui visera d'abord à rediscuter les contrats déjà signés. Pas les annuler, mais les rediscuter afin de voir dans quelle mesure on peut optimiser la part de l'État dans ces contrats signés. Et enfin, encourager ou même faciliter la présence de champions nationaux dans le secteur énergétique, notamment. Merci beaucoup à M. François Kwadjo. Merci à Kwadou Constant, qui représente donc le RHDP sur ce plateau. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est à la fin. Merci à M. Traoré Mohamed pour le compte de Mme Simone Gbagbo. Merci à M. Martial Bémois, qui représentait donc le candidat Jean-Louis Billon. C'est nous que vous remercions. Merci à François Kwadjo. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, cette émission est terminée. Restez avec nous. Nous vous retrouvons juste après le face aux électeurs qui reçoit M. Awa Dombello. Juste après, nous parlerons décryptage avec un autre invité. Au revoir. Au revoir, merci.